Voilà. Pas là non plus. Ça va? T'aurais pas vu Jean Purin par hasard? Non. Et moi je le vois, mieux je me porte, donc je passe pas mes journées à le chercher. Compréhensible, mais ça fait depuis l'épisode sur Infamous 2 qu'il a parfait surface, donc tu l'aurais pas... Ah non, là j'y suis pour rien. Qu'est-ce qui se passe? On cherche Jean Purin. Oui, enfin toi tu le cherches. Tu l'as vu quand pour la dernière fois? Bah quand tu m'as dit de l'enfermer dans sa cabine pour éviter que Nile le vide de son sang. Et t'as pensé à le laisser sortir depuis? Oh mon dieu! C'est moi ou Igor devient de plus en plus con? Il devient de plus en plus con. We're close. There should be no way to... Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour cette vidéo dédiée au scénario et à l'univers d'Infamous Second Son. Comme d'habitude, ça va spoiler sévère, donc si vous n'avez pas joué au jeu et que vous voulez en garder la surprise, arrêtez cette vidéo. Alors, petite originalité, le DLC de First Light étant un préquel à Second Son, bah je vais devoir en parler avant. À la fin d'Infamous 2, la militaire Brooke Augustine a vu son gène des porteurs activé par la bête. Sauf que l'armée considérant les porteurs susceptibles de foutre le bordel, on se demande pourquoi, Augustine choisit d'utiliser ses talents pour capturer ses semblables, renommés bioterroristes pour l'occasion, et ainsi créer le Department of Unified Protection, le DUP quoi. Mais comment il peut encore y avoir des... Ok, je ferme ma gueule et j'attends la partie sur les incohérences. Merci. Quelques temps après, la toute jeune Abigail Walker, surnommée Fetch, a vu ses pouvoirs se développer spontanément. Pour la protéger du DUP, son frère Brent a décidé de s'enfuir avec elle jusqu'à Seattle, où les deux vivront de petits boulots pas très honnêtes. C'est là que commence First Light. Alors que la fratrie semble sur le point de rafler suffisamment d'argent pour quitter la ville et redémarrer leur vie de zéro, voilà que tout espoir est réduit en cendres par les Akula, des mafieux en survêtements racistes et anti-porteurs. Pire encore, Brent est enlevé et Fetch va devoir s'allier à Shane, un brigand local, pour le retrouver. Mais alors que les Akula sont ramenés à leur place grâce au pouvoir de Walker, Shane va trahir Fetch pour son profit, allant jusqu'à droguer la jeune femme et la pousser à abattre son propre frère sous le coup des hallucinations. Profitant de son effondrement psychologique, le DUP récupérera Fetch et Augustine va forcer la junkie à revivre son traumatisme tout en l'entraînant military style, avant de la confronter à nouveau à Shane pour la rendre complètement enragée et la mener à exécuter celui qui a bousillé sa vie. Et c'est ainsi que s'achève First Light. Suite aux exploits du DUP, le gouvernement jugeant que ce dernier n'est plus très utile à grand chose, un transfert des bioterroristes vers une prison militaire est décidé. Seront alors convoyés 3 porteurs, dont Fetch. Manque de bol, il y a parmi eux Hank Daughtry, un cambrioleur manipulant la fumée et véritable as de l'évasion. C'est ainsi que commence Second Son, à Salmon Bay, près de la réserve des Akomish, un des premiers peuples d'Amérique. Bref, Salmon Bay est sous la surveillance du shérif Akomish, Reggie Rowe, dont le petit frère Delsin est un délinquant la petite semaine. Le genre qui prend plaisir à peinturer le portrait de son aîné. Mais voilà que le convoi de bioterroristes vient violemment déraper près d'eux. Apercevant la tenue orange des deux fuyards, Reggie leur court après, laissant Delsin s'occuper de Hank, le seul à n'avoir pu s'enfuir. Oui, celui qui reste coincé sous les décombres, c'est celui qui peut se transformer en fumée. Lorsqu'il le touche, notre héros absorbe ses pouvoirs, ainsi qu'une partie de ses souvenirs. D'abord terrorisé par sa nouvelle condition, il finit par se reprendre et pourchasser Daughtry dans l'espoir qu'il lui rendra son humanité. Pas de chance, celui-ci est capturé par le DUP et exécuté par Augustine. Cette dernière est assez suspicieuse vis-à-vis de la grande gueule du jeune Rowe, et sa vigilance atteint un tel niveau qu'elle n'a aucun scrupule à torturer Delsin après l'avoir déchu de ses droits. Il paraît que ça fait mal. Pire encore, alors que le cadet des Rao perd conscience sous le coup de la douleur, Augustine se retourne contre le reste de la tribu. Quand Delsin reprend connaissance une semaine plus tard, et qu'il constate les ravages commis sur les Akomish, il choisit de riposter. Ayant compris qu'il possède la capacité d'absorber les pouvoirs des porteurs, il décide de rallier Seattle, où s'est installé le DUP, pour voler le don d'Augustine et s'en servir pour guérir les siens. Reggie l'accompagne à contre-cœur, ce qui permet au jeune homme de trouver des fragments, mais également des relais de noyaux qui, une fois consommés, améliorent ses talents. Au début, le duo tente de pénétrer dans la ville sans faire de vagues, mais les DUP ont équipé chaque zone de tests sanguins calibrés pour repérer le gène des porteurs. En 2 manches gagnantes? Pire encore, certains membres du DUP ont été agrémentés du pouvoir de béton d'Augustine, les rendant d'autant plus redoutables, mais il est impossible pour Delsin d'absorber leurs capacités, son talent ne fonctionnant que sur des porteurs naturels. L'infiltration étant irréalisable, Reggie a l'idée de bousiller le réseau de communication centrale du DUP situé au sommet de la Space Needle, histoire de ralentir leur coordination. Rowe y parvient avant de signer son œuvre, ce qui commence à gonfler sa notoriété. Reggie apprend alors l'existence d'un bioterroriste sniper. Notre héros comprend qu'il s'agit de Fetch,
de retour en ville pour massacrer du dealer. Une fois cette dernière suffisamment affaiblie, il lui dérobe pouvoir et souvenirs avant de convaincre son grand frère qu'il serait préférable de s'allier à la jeune femme. Après cela, Delsin est informé que le DUP aurait doublé ses effectifs dans Lantern District, probablement pour retrouver le second porteur en fuite. Il se rend sur le seul pont y menant et a la fâcheuse surprise de tomber sur Augustine au courant de ses capacités multiples. La comiche propose d'acquérir le talent d'Augustine pour soigner les siens, après quoi il jure de ne plus jamais recroiser la route du DUP. Une offre qui ne tente aucunement la rouquine, qui immobilise Delsin sans que ce dernier ne puisse rien faire. Mais il est soudain enlevé par d'étranges créatures volantes et relâché dans Lantern District. Il est alors contacté par Eugène, un jeune pirate informatique prétendant être son plus grand fan. Il se montre d'ailleurs d'une aide précieuse pour jouer de sales tours au DUP, qui capture des porteurs potentiels par grappe. Mais Delsin grince des dents à force de voir les victimes systématiquement kidnappées par des êtres angéliques. Reggie va lui filer un coup de main en se faisant passer pour un bioterroriste en cavale. Et grâce au GPS, notre héros parvient à rallier le QG du fameux porteur angélique. Il s'agit en réalité d'Eugène. Waouh, quelle révélation! Delsin réussit à copier ses pouvoirs et à ranger le geek à ses côtés. C'est alors que Reggie avertit son petit frère d'une explosion au QG du DUP, immédiatement démentie par les médias. En effet, Hank Daughtry est toujours en vie et s'est échappé de sa nouvelle prison. Delsin propose une alliance, bien que ni Fetch ni Reggie ne fassent confiance au Tolar. D'ailleurs à ce propos, gros manque de bol, Fetch et Eugène ont été capturés par le DUP. Hank suggère d'attirer Augustine à l'extérieur de son QG, sur une plateforme de béton construite entre les deux îles de Seattle. Reggie participe à l'opération de son côté, et tant mieux, car... C'est un piège! Delsin est immobilisé par Augustine, cette dernière ayant promis la liberté à Hank s'il lui rendait service. Mais Reggie n'a pas l'intention d'abandonner son cadet. Delsin parvient à railler son frangin, mais tandis qu'il tente de libérer leur compagnon porteur, Augustine refait surface et fait couler Fetch et Eugène. Puis elle recouvre Reggie de béton alors qu'il est suspendu au-dessus du vide. Refusant que Delsin soit infecté, Reggie lui offre de dernières paroles réconfortantes, puis lâche prise. Fou de rage, Delsin affronte Augustine dans un duel en face à face et la contraint à fuir vers son QG où notre héros reçoit l'aide inattendue de Fetch et Eugène. Mais vous étiez pas censé être mort? Si, mais ça va mieux. Je me suis reposé. Non mais c'est tout? Vous étiez cané, il doit bien y avoir un truc en plus. Non. Delsin finit par confronter Augustine et à lui voler son pouvoir. Après avoir expliqué la vérité, à savoir que le DUP a été fondé dans l'optique de protéger les porteurs de l'humanité trop dangereuse pour leur peuple. Un dernier combat s'engage et Delsin parvient à la vaincre en utilisant son propre élément contre elle. Ouais, il paraît que ça fait mal. Cela permet de détruire l'ensemble du DUP. Et une fois Seattle pacifié, Delsin retourne à Salmon Bay pour y tenir sa promesse auprès des Akomish, où il sera reçu différemment en fonction de ses actions. Et c'est ainsi que s'achève Infamous Second Son. On a affaire cette fois à un monde qui s'est adapté à l'existence des porteurs, avec le DUP et Cœur Dunkey, mais également un système de tests sanguins pour repérer le fameux gène. Pour ce qui est des médias, s'ils sont anti-bioterroristes, c'est plus compliqué de déterminer s'ils sont corrompus ou juste manipulés par le DUP. À aucun moment, les journalistes ne traitent les porteurs comme des monstres qui boivent le sang des enfants, ni même ne vont charger Delsin au sujet de ses actes. En général, ils vont carrément pas parler de lui en fait. Cependant, plusieurs informations sont volontairement cachées au grand public. Comme les victimes de Fetch, toutes des dealers, alors que le JT les fait passer pour des innocents. Mais est-ce que les médias sont conscients de raconter n'importe quoi? Ou est-ce que c'est juste le DUP qui ne leur donne pas tous les renseignements, histoire de malmener la réputation des porteurs? Pareil pour le terme de bioterroriste d'ailleurs. Il est pas là pour faire joli, mais pour augmenter la terreur des civils à leur encontre. C'est comme le mot rebelle en somme. Vous vous souvenez de ce que Bertrand en disait? Je parle de ces soi-disant rebelles. Je sais. Lorsque les gens du Sud entendent parler de rebelles, ce mot peut avoir pour eux une connotation romantique. Si on les appelle des bio-terroristes, c'est pas pour donner envie aux gens de leur faire des câlins. Cependant, c'est censé être une dénomination générale. Or, si le terme est très utilisé en Second Son, bah c'est pas vraiment le cas dans First Light. Bon, je te crois sur parole, porteuse. Bioterroriste. Porteur est le terme utilisé par les traîtres qui soutiennent leur cause, et vous n'êtes pas un traître. Bon ok, on pourrait imaginer que le grand public n'emploie pas ce mot. C'est très bizarre et pas super cohérent, mais bon, pourquoi pas. Sauf que même le DUP l'utilise pas. On a aussi l'aspect totalitaire que subit Seattle, qui est justifié par le DUP pour s'assurer que personne ne l'empêchera de faire son boulot. Et mieux encore, le jeu explique pourquoi, étonnamment, aucun habitant ne s'est dressé contre ce soudain autoritarisme. Ouais, c'est le principe de la loi martiale. Tu contrôles la ville et le peuple en commençant par les briser. Pourquoi les gens laisseraient faire ça? Parce que tant qu'ils sont pas au pied du mur, la plupart des gens donnent pas leur vie pour la liberté ou la recherche du bonheur.
Je crois que j'ai encore bien choisi ma période pour analyser ce jeu, moi. Cependant, j'aimerais faire remarquer que pas mal de points sont assez flous vis-à-vis du DUP. Le rapport à la police, par exemple. Dans Infamous 2, c'était incohérent. Ici, c'est complètement ignoré. Les flics sont toujours présents, toujours actifs, mais sans plus. Ils sont pas opposés au DUP, mais ils sont pas foncièrement de son côté non plus. D'ailleurs, maintenant qu'on en parle de ce fameux département des unités de protection, nom qui n'a absolument aucun sens, en VO comme en VF, son objectif principal est de protéger la population des bioterroristes. Mais en vrai, sa position est assez vague. Quand Reggie affirme être de la police, le DUP se montre plutôt sympa avec lui. Donc on pourrait se dire qu'ils sont méchants que envers les porteurs. Pas du tout. Littéralement 5 minutes plus tard, on les voit tirer sur des civils. Ou alors il y a que les flics qui ont droit à de la gentillesse. Mais malgré tout, c'est pas illogique en soi. D'une part parce que Augustine a des objectifs cachés, donc que le DUP change parfois de comportement n'est pas impossible, mais en plus, le jeu le justifie lui-même. Ne fais pas la même erreur qu'eux, Delsin. Chaque groupe est constitué d'individus, et cette personne veut nous aider. C'est pour ça que parmi les membres du DUP, certains vont le trahir et faire des révélations à Delsin, voire lui remettre des journaux audio avec des aveux complets. Quand on voit la faiblesse scénaristique du jeu, ça fait quand même plaisir de repérer quelques perles de sagesse dans le genre. Il y a d'autres trucs à dire sur le DUP, mais là, je vais attendre la partie sur les incohérences. Et oui, elle va être mastoc. Parlons également des Akula. Une mafia russe assez présente dans First Light, jusqu'à ce que Fetch leur inflige une telle déculottée qu'ils sont retournés pleurer dans les jupes de leur mère patrie. Alors, quand on les voit revenir en grand nombre dans Second Son, on pourrait tiquer. Sauf que les Akula sont dirigés en sous-main par le DUP, qui s'en sert comme des radicaux extrémistes pour détourner l'attention. Et ils n'hésitent pas à régulièrement traiter avec quand ça les arrange. Donc, leur retour est cohérent, et peut-être aussi le fait que leur chef soit un mec avec un langage dépourvu du moindre accent slave. 2 fois déjà, ils ont été grandement supérieurs en puissance et en nombre. Cependant, c'est tout ce que j'ai pu analyser du contexte de ce monde, de l'implicite. Pour le reste, les seuls moments où vous aurez droit à quelques infos supplémentaires, c'est pendant les temps de chargement. Mais du coup, je me pose la question, est-ce que Second Son est un reboot? Parce qu'on va pas se mentir, il y a tellement de contradictions avec les épisodes précédents que c'est absolument plus crédible. Ça en plus du fait que le cadre soit une vraie ville plutôt qu'un endroit fictif. Bonne théorie, mais non, c'est une suite totalement officielle. T'as deviné ça grâce à un élément implicite encore? Même pas, j'aurais pu prétendre que le nom de McGrath est utilisé à plusieurs reprises dans l'environnement, mais c'est pas une preuve. Dans les premiers opus, on voyait régulièrement le logo de Sly Cooper. Ça veut pas dire que des animaux anthropomorphisés se baladent dans le même univers que Cole. Non, l'histoire de McGrath est canon, y compris dans le jeu Vanilla sans DLC. La preuve. Plus de cœur que Cole. Donc, j'ai plus de cœur qu'un mec qui a littéralement donné sa vie pour que toi et le reste de ton espèce surviviez. Va te faire enculer! Et nous avons le DLC, l'héritage de Cole, qui confirme à 100% que nous nous trouvons dans la même timeline que les premiers épisodes. Et on a même droit à un caméo de Zek. Je comprends pourquoi tu disais que la partie sur les incohérences allait être mastoc. On va terminer sur le karma, dont l'utilité est tout autant relative que dans les premiers jeux. Déjà d'une part parce que les choix demeurent bipolaires, vous devenez soit un méchant, soit un héros. Or, avec une sélection binaire, il aurait été préférable de se contenter d'un scénario qui en fasse de même. Sauf que l'intrigue est majoritairement assez grise, ce qui donne l'impression que le gameplay manichéen n'est pas adapté. Et je parle même pas des conséquences. Vos choix n'ont quasiment aucun impact sur l'histoire. Alors oui, quelques scènes changent. Parfois en dépit de toute cohérence. Genre le recrutement de Fetch. Si vous décidez de la corrompre, on a un pic de méchanceté gratuite de la part de Delsin qui n'aura aucune répercussion sur sa relation avec son frère. Écoute, tu sais que les gens comme ça devraient pas être laissés en liberté. Est-ce que t'oublies qui d'autre est comme ça? C'est pas pareil, t'es différent. C'est pas pareil, t'es différent. Quand il s'agit des porteurs, c'est moi qui décide. Pas toi, pas nous, moi. Je t'aime bien, Reg. Alors m'oblige pas à te péter le nez, ok? C'est pas pareil, t'es différent. Ceci dit, entre ça et l'absence totale de changement, prenez la rencontre avec Eugène. La scène reste exactement la même, quel que soit votre choix. En dehors de ça, quelques lignes de dialogue peuvent être modifiées, et on aura un final différent. C'est tout. Et encore une fois, beaucoup de points n'ont pas été réfléchis pour avoir un méchant Delsin. Delsin, je suis tellement fier de toi. Je l'ai toujours été. Frangin, je t'aime beaucoup, mais je suis en mauvais karma. J'ai buté les innocents chaque fois que j'en ai eu l'occasion. J'ai failli te péter le bras parce que je me considérais supérieur, et j'ai l'intention de dérober tout leur pouvoir aux porteurs de cœur Dunkey pour m'assurer d'être le plus puissant du monde. T'es sûr que t'es toujours fier de moi? Eh en fait non, laisse-moi me noyer, t'es juste un petit con.
Sans déconner, même le premier jeu avait mieux réussi la mort karmique d'un proche. Sans parler du fait que, comme pour l'épisode précédent, le choix final est toujours aussi biaisé. Vous ne pouvez pas prendre une mission qui est opposée à votre karma. Si vous avez été un bon samaritain, vous ne pouvez pas tuer Augustine. Et en tant que pourriture, il est impossible de seulement la capturer. Et déjà, rien que de mettre ce choix dans la balance morale est un problème. Dans Infamous 1, la question de tuer ou non Kessler ne se posait pas, y compris dans le bon karma. Il est trop dangereux pour qu'on lui laisse la vie sauve. Le choix final qu'on nous imposait, c'était est-ce qu'on ira jusqu'à massacrer des innocents pour devenir encore plus puissant? Ça, c'était un dilemme éthique. En revanche, First Light ne contient aucun système de moralité. Ce qui est logique, puisque le comportement de Fetch n'est pas censé être réécrit. Et c'est d'autant moins encombrant. On ne nous inflige pas des choix qui ne servent à rien, ce qui fluidifie d'autant plus l'histoire et évite les incohérences habituelles. Juste une question, il y a toujours des personnages qui servent de boussole morale dans le jeu? Effectivement, jusqu'à présent, chaque épisode d'Infamous avait des personnages qui tiraient le héros vers une extrémité karmique. Trish et Quo pour le bien, Sasha et Nyx pour le mal. Sauf que là, si on peut clairement considérer Reggie comme l'incarnation du bon karma, qui représente le côté obscur? Bah, Fetch peut-être. Ou Eugène alors. Bah au contraire, c'est eux qui sont guidés par Delsin. C'est lui qui les pousse à faire le bien ou le mal. À aucun moment il n'influence le héros. Du coup, est-ce que le protagoniste est sa propre boussole morale maléfique? J'en ai aucune idée, et ça rend l'utilité du karma dans le jeu encore plus vague. Bref, on en a terminé avec l'analyse de l'univers, passons maintenant à ses personnages. Étonnamment, il y a pas mal de persos sur lesquels bavasser. On peut critiquer l'écriture globale de l'histoire, mais les différents protagonistes de l'intrigue sont plutôt bien menés. Je ne ferai pas d'analyse détaillée sur chacun d'eux, comme Betty, l'adorable grand-mère à Comiche, qui sait malgré tout être forte et autoritaire, Jenny, la pauvre pirate informatique qui avait sans doute un sacré background à nous présenter, Hank Daughtry, qui a pratiquement la personnalité de l'homme sable dans Spider-Man 3, c'est-à-dire un cambrioleur qui se sert de son pouvoir pour faciliter ses coups, tout en éprouvant un amour sincère pour sa fille. Ou encore Shane, le chef de gang texan qui ne prend courage que lorsqu'il a tous les atouts en main, en plus d'être singulièrement stupide, même s'il a parfois quelques sursauts de lucidité. On va donc se concentrer exclusivement sur les principaux protagonistes, en commençant par le plus oublié et oubliable d'entre eux, oui, je pense que la majeure partie d'entre vous n'a pas été très marquée par le personnage d'Eugène. Déjà pour son pouvoir redondant avec les deux premiers, mais en plus, parce que son caractère est très effacé. Fils d'une députée du Delaware pro-DUP, il était dans sa jeunesse cible de harcèlement scolaire. Et son unique oasis de tranquillité, c'était le MMORPG Heaven's Hellfire. Mais lorsque les persécutions sont allées trop loin, son don s'est dévoilé, causant son emprisonnement à Curdon Cay, où il a été torturé par Augustine pour le forcer à utiliser ses capacités. L'informateur du DUP a supposé qu'il s'agissait d'une manière de l'entraîner pour un objectif tenu secret. Comment dire? Au mieux faire tout ça pour soumettre Eugène à un conditionnement, ok. Au pire pour tester ses limites. Mais je ne vois pas en quoi le torturer l'aurait entraîné à quoi que ce soit. Sans parler du fait que c'était tellement horrible que l'informateur considérait que c'était un miracle si Eugène arrivait encore à suivre une discussion. Donc, oui, Eugène est un lâche qui préfère agir à distance tout en restant bien à l'abri. En même temps, la seule fois où il s'est ouvertement rebellé, on l'a enfermé et torturé pendant plusieurs années. Tu m'étonnes qu'il soit pas très enjoué à l'idée de foutre le nez dehors. On peut même supposer que c'est la raison pour laquelle il adopte un comportement radicalement différent lorsqu'il est sous sa forme angélique. Autoritaire, fanatique et pas très sympa. Eugène, quand tout ça sera fini, tu pourrais m'apprendre à faire ça? Tu n'en es pas digne. T'es un sacré connard quand t'es déguisé en ange, tu le sais ça? Ce qui révèle probablement une partie de son vrai lui. En mauvais karma, il se montre assez réticent à ce que Delsin utilise ses créatures, qu'il considère comme lui appartenant. Avec une bonne moralité, Eugène apprend à voir le meilleur aspect de l'humanité, mais ça ne l'empêche pas d'être menaçant. Je vais donner une deuxième chance aux gens. Enfin, au pire, s'ils me déçoivent encore, je peux te dire qu'ils vont vraiment morfler. Malgré tout, c'est globalement un type bien. Son objectif est de protéger les porteurs potentiels. Il sait parfaitement ce qu'ils subiront une fois à Curdon Cay, raison pour laquelle il les enlève pour les libérer. Ok, on peut se demander où les victimes disparaissent, mais on peut supposer qu'il les met à l'abri. On peut même dire que c'est tellement un nerd que le gars va essayer de suranalyser certains trucs qui n'ont pas forcément vocation à l'être. C'est pour ça que c'est le seul qui va dire des choses différentes en fonction du tag choisi pour la Space Needle. Et c'est à peu près tout ce qu'on pourrait dire sur lui en fait. Le gars est vraiment très effacé de l'intrigue et n'a pratiquement aucune utilité, si ce n'est d'être un personnage de support. À la limite, j'ai un regret. À un moment, Delsin blague sur le fait qu'Eugène posséderait des amis nerds dans sa guilde de Donjons et Dragons, mais Eugène affirme ne pas en avoir. Ce à quoi Delsin lui répond: Eugène, sérieux, il faut que tu dédramatises.
Et ça aurait pu être une bonne idée de caractérisation. Le fait que, suite à toutes ces années en tôle, Eugène ne soit même plus capable de percevoir le second degré. Sauf que non, ça n'intervient plus après, ce qui était vraiment dommage. Passons maintenant à l'antagoniste de l'histoire. Oh bordel. Je ne vais pas dire qu'Augustine est le pire méchant de fiction que j'ai jamais vu, mais c'est clairement pas la meilleure. Nous avons donc une ancienne militaire qui a choisi de mettre ses pouvoirs au service du gouvernement. C'est elle qui a conçu le DUP dans le but officiel de protéger l'humanité des bioterroristes, même si elle a un objectif personnel radicalement différent. Et déjà, ça pose problème. Brooke Augustine est une putain de psychopathe complètement sadique, qui n'a aucun scrupule à recourir à la torture pour obtenir les infos qu'elle recherche. Cependant, le jeu nous révèle qu'en réalité, elle œuvre dans le but de défendre les porteurs, pour leur offrir un endroit où ils seront en sécurité. Déjà sur ce point, j'ai énormément d'illogisme à relever. Mais ça touche tellement d'autres personnages et implique tellement de contradictions que je vais devoir garder ces éléments pour la partie sur les incohérences. Bref, nous avons affaire à ce qu'on appelle dans le jargon une énorme connasse, qui en plus est une manipulatrice de première, vu qu'elle n'hésite pas à torturer psychologiquement la pauvre Fetch pour la pousser dans ses derniers retranchements. Et ça se repère d'autant plus avec son fameux plan. Oui, le plan qui a causé tout l'épisode de Second Son. Rappelons le contexte. Le DUP s'est montré tellement efficace contre les porteurs que le gouvernement a décidé qu'il ne servait plus à rien. Il a donc été ordonné de transférer les détenus bioterroristes dans des prisons militaires, pour au final démanteler l'organisme. L'État qui ferme des services très utiles pour faire des économies. Moi ça me semble logique. Sauf que, comme nous le dit l'informateur... Je n'aimerais pas être au gouvernement en ce moment. Augustine, c'est le DUP. Dire qu'ils n'ont plus besoin du DUP, c'est dire qu'ils n'ont plus besoin d'Augustine. Et c'est une mauvaise idée. Pire, un baril de poudre prêt à exploser. Pourtant, Augustine laissera couler, autorisant le convoi à s'effectuer. Mais lors de notre première rencontre avec Hank, il nous annoncera ceci. J'ai le DUP aux fesses, et elle sait que je connais son plan. Quel plan donc? Eh bien, étonnamment, vous ne le découvrirez pas avant la fin du jeu. Plus personne n'en reparle entre-temps. Et ce plan, c'est qu'en réalité, l'évasion orchestrée par Hank était prévue par Augustine. Au-delà des incohérences que ça engendre vis-à-vis de Daughtry, elle voulait que les prisonniers s'échappent pour révéler l'incompétence de l'armée, lui permettant de légitimer sa position de leader, mais également de garantir des financements à son organisation. Je devais faire d'Abigail et d'Eugène des monstres, parce que sans monstres, les chasseurs de monstres n'ont plus aucun lieu d'être. Même si Delsin agit en héros, et donc aura retourné l'opinion publique contre Augustine, elle tentera de le rallier à sa cause, en se servant de la popularité de Ro pour convaincre les gens du bien fondé du DUP. Vous comprenez pourquoi je la qualifie de grosse connasse maintenant? Un autre point qui ne va pas, vous avez à peu près pigé la personnalité de notre chère Brooke. Elle va pactiser avec Hank. S'il l'aide à capturer Delsin, elle le laissera filer avec sa fille. Et elle tient parole! Oui, bien sûr, la chef du DUP qui prend un malin plaisir à harponner et torturer les porteurs, va respecter sa part du marché et autorisera un bioterroriste à fuir. Oui, mais le DUP se retourne contre Hank au final. Pas vraiment. On a surtout affaire à des CRS qui veulent casser du porteur par racisme, que des toutous obéissants qui exécutent les ordres de leur chef. Pourquoi une saloperie de bioterroriste comme toi pourrait quitter cette ville vivante? On avait un marché. Non. Tu avais un marché. Avec ma boss, qui n'est pas là. Mais tous mes gars là, qui ont signé pour casser du bioterroriste, ils te laisseront pas filer après ce que vous avez fait. Bien, on va maintenant pouvoir s'attarder sur le trio de tête, en commençant avec... On poursuit avec le grand frère de Delsin, un sans-pouvoir qui sert de boussole morale positive, et c'est normal, parce qu'il est flic. Tu peux me faire confiance. Je suis flic. J'ai remarqué que ça revenait souvent sur le tapis. Un policier particulièrement respectueux de la loi et attentif à la protection des innocents, il est le premier à réclamer à Delsin de rester mesuré dans ses actions, et préfère recourir à des moyens légaux en se servant de ses contacts dans la police de Seattle pour résoudre les problèmes. Mais c'est également un mec qui a de sacrées œillères sur la tronche, parce qu'il considère les bioterroristes comme des menaces, uniquement en se basant sur leur communauté. Putain, j'arrive pas à saisir pourquoi il nous ferait ça. C'est un criminel et c'est ce que font tous les criminels. Pour lui, les porteurs sont tous des criminels. Sauf son frère. Et tu juste des dealers, c'est tout. C'est tout? Delsin, elle assassine des dealers. Et tu crois que je fais quoi au type du DUP? Ce qu'ils font pour sauver les nôtres, les Akomish. À ses yeux, Delsin n'est pas un bioterroriste. C'est juste son frangin,
qui a été infecté par une maladie. Un peu comme un homophobe qui découvre qu'un membre de sa famille est LGBT et lui affirme que « t'en fais pas, on va te guérir ». Mais t'inquiète pas, frangin, on va te guérir, on va aller chez le médecin, il va te filer des médocs là. Mais non mais Stéphane, ça n'a rien à voir. Bah si, mais t'as dû marcher dans une merde, un truc comme ça, t'inquiète pas, on va te guérir. Hein. C'est marrant à quel point c'est semblable, hein. Écoute, c'est pas parce que vous avez le même problème, problème, que tu dois te sentir obligé de protéger toutes les pourritures qu'on croise. Et cette hypocrisie, elle lui est régulièrement mise sous le nez par son petit frère. Je croyais que t'étais du genre à respecter la loi et pas enfermer les gens sans les juger. En temps normal, c'est ce que je fais. Alors quoi, tout ça c'est du vent? T'oublies tes bons principes quand ça t'arrange, c'est ça? Trouve-toi une perruque rousse et un vieil impair et fais-toi appeler Augustine tant que t'y es. Et le truc bien, c'est que Reggie finit par reconnaître ses torts. Peut-être pour Halloween. Cool. Même s'il n'aime pas les super pouvoirs, et encore moins que Delsin s'en serve n'importe comment, il reste un type bien. Ce sont des gens là-bas. Ils ont besoin d'aide. Ce ne sont ni des bioterroristes, ni des porteurs. Juste des gens. Parce que globalement, c'est ça qui le caractérise. Reggie est un type bien, intelligent et courageux. Courageux, t'es sûr? Alors qu'on le voit totalement terrorisé après une bataille? Eh bien, je te rappelle que Logan n'a aucun pouvoir. Il a été enlevé par un ange qui l'a fait voler à travers tout le quartier, avant de se retrouver au beau milieu d'une guerre apocalyptique avec des démons. Je pense que n'importe qui d'à peu près sensé aurait fini dans le même état, voire pire. Mais à part ça, oui, le mec est courageux. Il a les couilles d'affronter Hank en face à face pour protéger son frère. Il est systématiquement en train d'aider Delsin, quitte à se mettre lui-même en danger. Servir d'appât aux anges, c'était son plan, je vous rappelle. L'assaut contre l'île de béton, le gars s'y infiltre tout seul de son côté pour filer un coup de main. Et il a aucun problème à menacer un porteur hyper dangereux tout en le regardant droit dans les yeux. Parce que je suis flic. Donc si je réquisitionne un bateau, c'est légal. Toi, tu fais ça? Je te colle en tôle. Ah, il le ferait, hein. Vraiment. C'est le plus terre-à-terre du duo, et malgré ses œillères, ses déductions sont souvent les bonnes. C'est d'ailleurs grâce à ses contacts dans la police qu'il obtient autant d'informations au sujet de Seattle et du DUP. Et il est sans hésiter un grand frère en or. Il faut le dire, la relation entre les frangins est une des plus agréables que je connaisse dans le domaine vidéoludique. Probablement que c'est aidé par la qualité de la VF, car systématiquement, leurs échanges font mouche, que ce soit pour des émotions sincères, ou juste pour se vanner. Ça va pas être simple, hein. Dommage que j'ai pas pensé à t'en parler, reparler et re-reparler pendant des heures et des heures. Ah, et merci beaucoup pour ton aide. Heureusement que t'étais là. Hein. Ah oui, non, c'est vrai, t'étais pas là. Merci, Reg. T'es le meilleur frangin du monde. Non, le meilleur frangin du monde, lui, t'aurait mis à l'ombre à Salmon Bay pour le restant de tes jours. Waouh. Pas sûr qu'un placard cache un porteur longtemps, mais j'apprécie que t'aies envie de m'enfermer. Ah, t'as bien failli m'avoir, putain! Ouais, c'est pour tout ce que tu m'as fait subir avec les anges. Allez, lève-toi! C'est pas vrai, mais il l'a fait, cet abruti! Tenez, un exemple tout simple de l'amour que porte Reggie à son cadet. On sait que Delsin est un emmerdeur qui passe son temps à lui causer des problèmes. C'est expliqué en 2 secondes dès l'intro. Mais quand le convoi de prisonniers fait un carambolage, son premier réflexe est de se placer devant son frère, pour le protéger. Pareil quand Delsin développe son premier pouvoir et fait une crise de panique. Reggie vient le ceinturer pour l'aider à se calmer, tout en lui assurant que son état n'est que temporaire, et qu'il reste malgré tout son petit frère. Ce qui pour moi est probablement une des scènes les plus touchantes du jeu. Bon, malheureusement, il y a quand même quelques soucis d'écriture. Déjà, sa relation avec la police. Bon, le DUP vient de boucler le périmètre. J'ai dit à la police de Seattle de pas s'en mêler. Ouais, je suis pas sûr qu'un petit shérif de campagne ait l'autorité pour donner des ordres aux flics de Seattle, mais bon. Mais surtout, c'est un élément de son rapport avec Delsin qui me gêne. Pendant les premières heures du jeu, il incite régulièrement son frangin à ne pas utiliser ses pouvoirs. Non seulement parce que ce n'est pas naturel, mais aussi pour éviter que des rumeurs soient colportées sur son compte. Avant d'encourager son cadet à s'en servir devant tout le monde. Le loquet a fondu. C'est fermé. Comment ils ont pu passer? Je crois qu'il a couru au travers. Tu peux faire ça? Y a qu'un moyen de le savoir. Alors que, pour rester dans la même réflexion psychologique, il aurait été préférable que Reggie ne propose pas cette solution. Ou mieux, qu'il interdise à Delsin d'utiliser ses capacités. Du côté du cadet, soit on a affaire à un gars traumatisé par sa nouvelle nature, auquel cas il n'ose pas agir, soit son côté tête brûlée prend le dessus, et réalisant que Betty est en danger, il traverse le portail sans prévenir personne, ce qui cause la panique et rend Reggie fou de colère. Ce qui aurait été infiniment plus crédible. Et le problème, c'est que ça se reproduit à plusieurs reprises, où le shérif Fro, qui est censé toujours vouloir protéger son petit frère et rester le plus discret possible, va envoyer Delsin affronter des agents du DUP et risquer sa vie dans des combats gargantuesques. Bien, nous allons maintenant nous attarder sur la plus colorée et lumineuse des protagonistes.
Pour moi, il s'agit du personnage le plus intéressant de cet opus, même si c'est pas parfait. Abigail Walker était à la base une jeune fille qui a développé ses pouvoirs... comme ça. Augustine, c'était à cause de la bête, Eugène, c'était suite à un traumatisme, par contre pour Abigail... Un des premiers points à noter sur Fetch, c'est sa relation avec son frère, Brent Walker, un gars particulièrement adorable qui a fait tout ce qu'il pouvait pour contribuer au bien-être de sa cadette. Il lui a permis d'échapper au DUP après la trahison de leurs parents, même si ça impliquait de vivre dans la rue, d'interdire à sa sœur d'utiliser ses pouvoirs pour éviter qu'elle se perde moralement, de faire des jobs assez cradingues et de succomber aux sirènes de la drogue. En réalisant à quel point il tombait bas, Brent a été le premier à trouver la volonté de s'arrêter. Fetch a eu plus de difficultés, mais voir son frangin rentrer avec des dents en moins lui a donné la force mentale de se sevrer à son tour. Donc vous pigez à peu près le level de son traumatisme. Et la seule bouée psychologique de la jeune femme, c'était son frère. Au-delà de ça, elle se révèle particulièrement agressive et apprécie de tuer des criminels, même si elle tente de le cacher. Waouh, c'est incroyable, t'es une véritable machine à tuer. Je suis pas un monstre. Faut que je retrouve mon frère. Des fois, je disjoncte quand il est pas là. Et c'est vrai, d'un point de vue psychologique, Fetch est fragile. Elle fait régulièrement des crises de panique quand la situation lui échappe, et une fois Brent mort, va complètement sombrer dans la dépression. Fetch Walker a passé presque une année entière à Cardon Cay dans un coin de sa cellule, recroquevillé en position fétale. Maintenant, c'est peut-être bien un putain de porteur qui défonce au laser, mais à l'époque, sans aucune drogue pour faire taire ses démons, une voix forte aurait été plus intimidante qu'elle. Fetch! Et c'est là qu'interviennent Augustine et Cardon Cay. Contrairement à Eugène, Fetch n'a pas été torturé, mais entraîné. La chef du DUP l'a poussé à bout pour utiliser ses pouvoirs au maximum de leur potentiel, décuplant sa rage meurtrière et la rendant plus puissante que jamais. Puis arrivera son évasion et son retour à Seattle, où elle livrera une guerre totale contre les dealers. Et on va commencer à pointer les incohérences entre First Light et Second Son. Selon l'extension, Fetch avait touché à la drogue, certes, mais quand on l'incarne, elle est déjà clean depuis un moment. Shane lui injecte un poison et à cause des hallucinations, Abigail va accidentellement tuer son frangin. Ok, c'est son pouvoir qui a provoqué la mort de Brent. Je l'ai pas tué. C'est toi. Mais c'est quand même très différent de ce qu'insinue le jeu de base. Pour Second Son, Fetch et Brent étaient tous les deux dépendants, et à cause du manque, Abigail a soupçonné son frère de lui voler ses doses, et n'a réalisé son geste qu'après coup. Et le problème du DLC, c'est qu'il déresponsabilise la jeune femme, à tel point que, elle a plus de raison d'en vouloir au dealer. Sa haine vient du fait que personne n'a directement causé la mort de son frangin, c'est elle la fautive. Elle a perdu le contrôle à cause de la drogue, donc elle considère la dope comme un fléau qu'elle doit éradiquer. Sauf que si la majeure partie du problème est due à Shane, Fetch a l'air d'aller infiniment mieux après l'avoir exécuté, et sa croisade n'a plus autant de sens. Et ça influe d'autant plus sur ses nombreuses fractures mentales. Oui, elle est fragile, pendant First Light, et avant de rencontrer Delsin. Argent, pourquoi tu me hais? Sois mon ami, Argent. Écoute-moi, putain, je suis pas avec Augustine! T'es un de ces putains de robots. Combien de fois Attends, tu parles de vrais robots? Le problème, c'est que ça n'ira pas plus loin. Les protagonistes la considèrent comme cintrée, sauf qu'en fait, non. Le côté traumatique de Fetch est quasiment pas exploité. Si on accepte les crises de panique dans First Light, la donzelle est quand même vachement stable. C'est mon avis personnel, mais je trouve que c'est une opportunité manquée. À la fin de First Light, Abigail se met à parler à son défunt frère. Imaginez que cette scène a été le début de sa folie, qu'à partir de cet instant, Fetch ait eu l'impression d'avoir son frangin à ses côtés. Du coup, ça aurait justifié qu'on la traite de dingue, non? Mais bon, ce n'est que mon opinion. Pour le reste, Abigail est une personne intelligente, qui sait réfléchir quand elle est calme, et je suppose plutôt cultivée, vu qu'elle s'adonne à la lecture de certains classiques tels que Jane Eyre. Jane Eyre, c'est un l'attrape-cœur pour les filles. J'ai jamais lu ni Jane Eyre ni l'attrape-cœur, donc je laisse les connaisseurs en débattre. Ça l'empêche pas d'avoir la vanne très facile. Ouais, on fait une sacrée bonne équipe tous les deux là-dehors. Imagine ce que ça donnerait au pieu. Équipe tes hommes et envoie-les chercher Brent. Ou je te le fous dans le cœur, ton pieu. Pourquoi t'es à la bourre? De trucs de filles. Ah, quel genre de truc de fille? Défoncer méchamment sa gueule à une sous-merde de dealer pour qu'il balance ses potes, plus les détails sur sa putain de cargaison. Elle n'a cependant aucune volonté de devenir plus puissante, puisque même après avoir compris l'intérêt des relais de noyau, elle ne tentera jamais de s'en servir pour amplifier ses pouvoirs. Abordons maintenant l'autre incohérence majeure du personnage. Selon Second Son, Fetch a été traumatisé par son séjour à Cardon Cay, puisque prenant Ro pour un agent d'Augustine, son premier réflexe sera de lui hurler « Je retournerai pas là-bas !» Donc, si elle ne veut pas revenir à Cardon Cay, c'est probablement parce qu'elle y était assez maltraitée, que l'entraînement, bien qu'efficace, lui faisait du mal. T'en dis quoi, First Light? Cet entraînement, il fonctionne. Je me sens bien. Ah!
Mais dans ce cas, si elle se sentait bien à Curdun-Key, pourquoi refuser d'y retourner? Pourquoi s'évader d'ailleurs, tout simplement? Pour Hank et Eugène, c'est compréhensible, mais pas pour Fetch. Pour sa volonté de rejoindre Seattle et massacrer des dealers, ok. Si on considère Second Son plus canon que First Light. Mais rejeter le DUP? Non. Même le jeu principal confirme cette idée. Curdun-Key, c'est l'enfer. Mais c'était chez moi. À la limite, ça aurait été un point plus intéressant de sa personnalité, qu'elle soit totalement du côté d'Augustine, et que Delsin ait la possibilité de la faire changer de bord. Et je pense que c'était prévu à la base. Puisqu'en fouillant dans différentes illustrations du Wicked Fandom, je suis tombé sur des esquisses de Fetch en tenue du DUP. Et visiblement, vous avez même ce skin débloquable dans First Light. D'ailleurs, vu qu'Augustine avait pour objectif de se servir des évadés pour justifier l'existence du département, ça aurait pu être vécu comme une trahison pour Fetch, et donc, une raison de la faire changer de camp. Ah, et maintenant qu'on parle des incohérences, le jeu se prend les pieds dans le tapis avec la chronologie. Selon First Light, Fetch a passé 2 ans à Curdun-Key. Second Son nous sort 2 durées différentes. Moi, j'étais en isolement. Ça a duré 7 ans. Fetch Walker a passé presque une année entière à Curdun-Key dans un coin de sa cellule. Comment vous voulez qu'un personnage de jeu vidéo soit crédible avec des erreurs de genre? Et je vais terminer rapidement avec un truc qui m'a bien fait marrer. Quand elle se retrouve à Curdun-Key, Fetch est privée de son piercing et de ses cheveux teints, par contre elle est toujours maquillée. Et contrairement aux autres tollards, elle a un legging qui lui moule le cul. À vous de tirer vos propres conclusions. Bon, je pense avoir fait le tour de Fetch. Passons maintenant au tout dernier protagoniste, le héros de Second Son. Je réalise que c'est la première fois qu'on parle d'un héros de jeu vidéo natif américain. Bah non, il y a eu Connor Kenway. Ouais, mais lui il était tellement mal écrit et incohérent que j'ai préféré le zapper de ma mémoire. Tiens, bah maintenant qu'on aborde le sujet, tu disais que les héros appartiennent aux Akomish. Est-ce que c'est une vraie tribu du premier peuple? Nope, totalement fictive. Je comprends pas. Quitte à représenter une minorité, pourquoi ne pas avoir pris une véritable nation des natifs américains? Surtout que dans cet épisode, ils ont choisi une ville qui existe réellement. Alors pourquoi ne pas pousser le réalisme au max? Va savoir, peut-être qu'ils préféraient anticiper la moindre polémique. Peut-être qu'ils avaient pas envie de froisser une vraie tribu en leur prêtant des coutumes qui étaient pas les leurs. Je serais incapable de te répondre, vu que j'ai trouvé aucune explication. Bref, que dire de Delsin? Eh bien, comme précisé un peu plus tôt, c'est le petit frère de Reggie. D'ailleurs, les parents d'héros sont décédés, et on peut supposer que leur éducation a été confiée à Betty. Raison pour laquelle ils en sont aussi proches. On apprend même au cours du jeu que le prénom de Delsin lui vient de sa mère, qu'il l'a choisi d'après un vieux film de western. Faites ce que vous voulez de cette info. Mais ça explique peut-être pourquoi Reggie est à ce point protecteur envers son cadet, là où ce dernier cherche la liberté, loin de l'autorité de son frangin. Ça ne l'empêche pas de sincèrement aimer son grand frère et de voler à son secours chaque fois qu'il est dans une situation délicate. Mais globalement, la sensation qu'on a en commandant Delsin, c'est de piloter un ado immature. Et je t'en supplie, surtout ne touche à rien! Je compte bien toucher à tout. Je sais déjà ce que je ferais si je devenais invisible depuis que j'ai 14 ans. Ouais, cette conversation est terminée. Tu sais, je pense que quand je serai en face d'Augustine, je commence le show par la fumée, et bim! Dès qu'elle est sonnée, boum boum! J'envoie les lasers. C'est cool d'avoir un plan. C'est d'ailleurs une des raisons qui peuvent expliquer les quelques blagues sexistes adressées à Fetch. Ah, ces filles et leur concentration de poissons rouges. Et son immaturité se ressent notamment vis-à-vis de son statut de porteur. D'abord complètement paniqué, il finit très vite, trop vite même, mais bon, il y a débat, par accepter l'idée. Bon, le seul inconvénient à tout ça, c'est que... Non, je vois pas d'inconvénient. C'est vraiment énorme. C'est aussi pour ça, en se rendant compte des avantages conférés par sa nouvelle nature, qu'il en vient à considérer Seattle comme un terrain de jeu. Devenu pratiquement immortel et surpuissant, il ne craint plus le DUP. D'où le développement d'une certaine arrogance. Parce que t'es pas un bioterroriste ordinaire, si tu veux. Ordinaire? Non, 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 non. Si pas ordinaire, tu parles des moutons qu'ils essaient de ramasser pour leur faire passer les tests, alors non, Reggie, je suis pas ordinaire. Mais t'as vu ce que j'ai fait sur le pont? Ils me font pas peur. Du moins jusqu'à un certain chapitre du jeu, où il perd temporairement ses pouvoirs. Et là, il est plus aussi courageux. Bon, vous me direz, avec une armée qui veut sa peau, n'importe qui commencerait à flipper. Mais revenons sur la partie ado immature. C'est une des raisons pour laquelle, sitôt qu'il comprend qu'il peut absorber les dons des autres porteurs, déduction un peu hâtive même si au final c'était plutôt juste, il avoue fantasmer sur les capacités qu'il pourrait développer. Comme un gosse chez le marchand de bonbons. À tel point que parfois, Reggie est obligé de lui mettre le holà pour lui ramener les pieds sur terre. Reggie, j'ai usé tous les relais de noyaux que t'as envoyés. Allez mec, j'en veux d'autres. Non, écoute, ça va comme ça. Ce truc de bioterroriste te travaille un peu trop, je trouve. Il faut que t'ailles te faire discret quelque part, que tu te reposes un peu. Et on va dévier un peu sur la partie sombre de notre héros. En dehors de son euphorie super-héroïque, notre avatar a quelques aspects bien plus malveillants en lui. Et ce, quels que soient vos choix karmiques. Comme un côté manipulateur. Waouh! Mon propre frère veut que je combatte le méga giga bioterroriste qui fout les jetons, mais tout ça avec moins de pouvoir. Eh, j'ai pas non plus dit ça. Bon, il faudrait pas non plus les vexer. Vaut mieux filer tout droit chez Augustine et qu'on en finisse une bonne fois.
mais je sais pas trop ce qui va se passer. D'accord, j'ai pigé. Un sentiment de supériorité. Y a des gens dans le bus qui t'ont vu utiliser tes super pouvoirs pour dégager la route. Et ils ont peur de toi. Quoi? Ils veulent pas de toi, pigé. Ils ont dit que si tu montais, ils descendraient. Moi je m'en fous, ils ont qu'à marcher. Tu crois peut-être que cette porte peut m'arrêter? Et aussi, une violence banalisée. Et tellement régulière que Reggie est souvent contraint de lui imposer des limites. Si ça marche, ma toute première victime sera celui qui a eu l'idée de m'appeler l'homme au drapeau. Delcine, arrête de te prendre la tête avec ça. Ce seront des officiers de police sur la scène du crime. Pigé? Pas le DUP. Bon, je suis avec toi, mais tu es des flics. Ok, je règle la machine sur immobilisé. Et aussi, il faut le dire tout de suite, Delcine est une mitraillette à vannes. Même si beaucoup moins meurtrière que Mercredi Adams. T'es d'attaque? Ah mais je peux t'attaquer quand je veux, hein. Non, allez. Arrête tes conneries. Arrête de secouer tes plumes et laisse-moi tirer! Ouh, je vais brûler en enfer pour ça. Mais faut admettre que sur toutes les vannes qui balancent, elles sont pas toutes d'un très haut niveau. Il faut reconnaître que ce porteur a du style, du genre post dégueu. Tu sais Reg, moi je parlais juste des soutifs. Ouais, c'est marrant. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le jeu existe, parce que Delcine n'a pas su fermer sa gueule. S'il l'avait bouclé, le DUP aurait mis les voiles, et tout serait resté pratiquement comme avant, et Delcine n'aurait eu aucune raison de rallier Seattle. Mais non, il a fallu qu'il l'ouvre, le conduisant à voir tout son peuple torturé, et l'amenant à cette croisade pour plus de pouvoir. Mais le gros avantage de Delcine, c'est qu'il évolue, notamment suite à sa rencontre avec Fetch. Certes, c'est toujours un ado qui vanne comme il respire, mais du moins dans la version Bon Karma, il prend ses responsabilités en se portant garant de ses alliés. Elle sera sous ma responsabilité! Ouais, sauf que t'as jamais été du genre responsable jusqu'à maintenant. Fais-moi confiance. Une scène qui montre un vrai basculement chez Delcine. Il a compris l'horreur que subissent les bioterroristes, et qu'ils ont davantage besoin d'aide que de mépris. On a des pouvoirs et pas eux. Ça veut dire que c'est à nous de faire des efforts. Lâche-leur le grave de temps en temps. Dis, tu crois qu'un jour, on remerciera des crapules bioterroristes pour avoir sauvé des gens? Après, ça c'est le bon karma. En mauvais, Ro embrasse totalement son immaturité pour devenir un sale petit con. Et visiblement pour les développeurs de Sucker Punch, c'est en étant un petit con immature que vous réussirez à conquérir le cœur de votre crush. En ceci dit, j'avoue que c'est pas clair. Dans le bon karma, le lendemain de la grosse mission avec Fetch, vous avez ce dialogue. Je viens de me lever. T'étais pas là? Ouais, j'avais un rencard avec l'autre femme de ma vie. Augustine. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Un pouvoir béton? Oh les mecs. Y'en a pas un pour rattraper l'autre. Est-ce que ça sous-entend qu'ils ont passé la nuit ensemble? Qu'ils sont en couple? Ou juste qu'ils ont pioncé au même endroit et qu'ils se vannent? Aucune idée, vu que la relation entre Fetch et Delcine n'évoluera plus d'un iota par la suite. Je vais terminer en relevant un point incertain. Alors qu'il affronte Fetch, Delcine décide d'absorber l'énergie de tous les néons présents pour empêcher la jeune femme de se recharger. Il déclare donc: la bonne nouvelle, c'est qu'elle va manquer de jus. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai peur du noir. Et je suis un peu perdu. Est-ce que c'est juste une blague? Ou est-ce que Delcine a vraiment peur du noir? Je sais pas. Enfin bon, je pense qu'on a fait le tour des personnages. Il est maintenant temps de s'attaquer au cœur de cet épisode. Bon, il y a des choses à dire. Parce que putain des conneries, il y en a un paquet. Préparez-vous à une belle dose de sel, puisqu'on va commencer avec la partie la plus débile de ce jeu, l'élément principal de son background. Bon, déjà, on va s'intéresser à la cohérence avec le reste de la saga. Soit on considère que Infamous 2 s'est produit, avec l'invasion de la bête, l'épidémie, l'IMS, etc., etc. Et malgré tous les reproches que je lui faisais d'un point de vue strictement moral, le jeu avait eu le cran de porter ses couilles scénaristiques pour imposer une fin définitive à l'univers. Ou alors, on estime qu'on se trouve dans une nouvelle timeline où les premiers épisodes n'ont jamais eu lieu. C'est juste que là aussi, les gens avec des pouvoirs sont appelés des porteurs. Et c'était l'idée la plus logique. Sauf que les scénaristes ont décidé que non, Cole McGrath a existé et a bien accompli les actes tels qu'on les connaît dans le deuxième opus. À savoir, provoquer la mort de tous les porteurs du monde pour sauver l'humanité. Bon après, je veux bien qu'on me dise que de nouveaux détenteurs de super pouvoirs ont fini par réapparaître, mais j'ai du mal à y croire. Si un gène disparaît entièrement de la surface du globe, il risque pas de ressurgir, en tout cas pas dans l'immédiat. Du coup, le porteur le plus âgé de l'histoire, c'est Brooke Augustine, qui a l'air d'avoir une 50aine d'années. Ça réclamerait qu'elle soit née un certain temps après les événements de New Marais, et Second Son se déroulerait au minimum un demi-siècle après Infamous 2.
Eh bien non, Augustine faisait partie des militaires envoyés pour affronter la bête, et son pouvoir a été activé avant l'utilisation de l'IMS. Sans parler de Zek, qui est toujours vivant et actif. Félicitations! En moins d'1 minute de jeu, avec juste un panneau de texte, vous avez réussi à totalement ruiner la cohérence de Second Son! Mais Bubistoff, t'as pas plombé Assassin's Creed aussi rapidement! Mais bon, Sucker Punch a préparé le DLC de l'héritage de Cole pour nous expliquer par quel miracle toutes ces incohérences ont pu se produire. Très bien, étudions-le dans ce cas. Je n'aborderai pas les 3 premières hypothèses de la quête, vu qu'elles se révèlent complètement fausses. Donc on va écouter la véritable raison, cachée par le DUP. L'incident initial, qui a soi-disant coûté la vie à tous les porteurs, était un mensonge. Mais il n'a pas été orchestré par le DUP. Les porteurs ont survécu au sacrifice de Cole. Moi la première. Nous avons pu reconstruire, apprendre et nous préparer. Wow! Alors là, sans battre les couilles à ce niveau, j'avais jamais vu ça. Je sais pas si vous réalisez, mais ce que vient de faire Second Son là, c'est littéralement... Les porteurs sont tous morts, il ne peut plus y en avoir. En fait si, TG. Vous vous rendez compte à quel point c'est juste une excuse pour pas assumer les décisions du 2? Si encore ils avaient justifié que seuls les porteurs dont le gène était inactif avaient survécu, pourquoi pas? Mais non, c'était bien précisé dans l'opus précédent. On racontait même que des gens périssaient à l'étranger. Les pauvres devaient être porteurs sans le savoir. Tandis que là, seulement 7 ans après ce carnage, il y a déjà des centaines de bioterroristes en activité. Oh, des centaines, t'exagères peut-être un peu là, non? Ah pas du tout, c'est le jeu lui-même qui le dit. On était au moins 400, peut-être 500. Combien? Déjà que le gène est censé être assez rare à la base, vous m'expliquez comment il peut y en avoir autant alors qu'il vient de se manger une quasi-extinction de masse? Et c'est sans compter la quantité absolument phénoménale d'agents du DUP qui possèdent des pouvoirs. Oh là, temps mort. Pour l'épisode précédent, tu avais soulevé le fait que les soldats de glace n'étaient pas des porteurs, et que s'ils avaient reçu une fraction du pouvoir de Crow, ils restaient malgré tout beaucoup moins puissants. Enfin, sur le papier. Et ça avait des conséquences sur leur santé mentale. En effet. Et bien que ça n'était qu'une supposition, ça restait quand même très fortement probable. J'aurais pu penser la même chose pour Second Son, sauf que cet opus a décidé de faire précisément ce que son prédécesseur avait eu la sagesse d'éviter. Confirmer que seuls les individus ayant le gène des porteurs pouvaient développer des capacités. Je me souviens quand tout a commencé pour moi. J'étais dans l'armée et ils avaient déjà fiché mon sang. J'étais le seul de mon unité à avoir été testé positif pour le gène des porteurs. Ils ont offert de me transférer aux affaires spéciales, le département où on venait de former le DUP. Traduction! Second Son nous confirme dans le plus grand des calmes qu'absolument tous les soldats du DUP ont le gène. Ils sont en quantité considérable et malgré ça, il y en a encore entre 4 et 500 qui ont refusé de les rejoindre et ont fini enfermés à Curdon Cay. Ce qui est encore moins logique quand vous entendez parler de leur entraînement par Augustine. La plupart des agents du DUP étaient aussi perdus que vous autrefois. Ils avaient besoin que je les aide à canaliser leurs facultés. Mais pour faire leur travail, ils devaient survivre. Soit elle veut dire qu'elle devait les endurcir au maximum, afin qu'ils soient solides et sans pitié face au monde, soit ça impliquerait qu'elle les laissait s'entretuer dans une arène et qu'elle ne gardait que les survivants. Ce qui signifierait que l'immensité des agents qu'on voit ne sont qu'une fraction de tous les porteurs repérés et enrôlés. Donc le monde contiendrait infiniment plus de détenteurs de pouvoir que ce que le jeu affirme. L'IMS est censé buter tous les porteurs? Mon cul, ouais! Et comment ils ont fait pour transmettre les capacités d'Augustine? Dans le 2, il y avait une machine prévue pour, mais elle a été détruite. Aucune idée. Selon l'informateur, c'est toujours par une méthode scientifique, mais on n'aura jamais plus d'infos. Néanmoins, si les receveurs sont tous des porteurs potentiels, c'est probablement pour ça qu'ils ne subissent pas les effets négatifs des soldats de glace. Et c'est également un autre reproche que je ferai au jeu. L'informateur nous explique que le DUP a choisi d'imposer un pouvoir spécifique à chacun de ses hommes, ce qui peut être compréhensible, mais en même temps assez limité. Car en fin de compte, Augustine est la seule porteuse naturelle du DUP. Aucun de ses sbires n'a développé ses propres talents. Sauf que vu comment elle a entraîné Fetch, c'était certainement dans le but d'en faire un de ses officiers. Ce qui là encore avait l'air prévu au cours de la création du jeu. Ça aurait même pu apporter de la diversité au gameplay. En plus de boss ayant leurs propres aptitudes, ça aurait impliqué des soldats du DUP avec d'autres pouvoirs. Mais surtout, une autre question vient me tarauder. Qu'est-ce qui active le gène des porteurs au juste? On ne sait pas. Augustine et Celia, elles ont subi le pouvoir de la bête. Ok. Delsin, c'était probablement sur le coup de la peur. Eugène était harcelé jusqu'à ce que ça aille trop loin. D'accord. Fetch,
Aucune idée, mais on peut supposer que, comme pour les mutants de Marvel, il suffit d'un choc émotionnel un peu violent pour déclencher le gène des porteurs. Ce qui signifie que les centaines de personnes traitées comme des juifs en pleine Shoah, martyrisées, lynchées, enfermées dans des conditions atroces où elles peuvent être carrément torturées. Non, ça c'était pas du tout traumatisant. On va pas leur faire apparaître leur pouvoir pour si peu, voyons. Mais il fallait pas nécessairement une métasphère pour activer les pouvoirs. Dans les 2 premiers épisodes, oui, un moyen scientifique était effectivement indispensable. Mais pour Second Son, eh ben en fait, c'est le scénario qui décide en fonction de ses besoins. Et j'espère que vous appréciez de m'entendre râler sur les super pouvoirs, parce que j'ai pas fini. Alors on va commencer soft. Le panneau d'intro explique que les porteurs ont la possibilité de manipuler un élément naturel. C'est vrai que le béton, le néon, le papier, la vidéo, le verre, les câbles, c'est parfaitement biologique et pas du tout des inventions humaines. On en trouve tous les jours dans la nature. A l'inverse, les pouvoirs de Cole, Quo, Nix, Bertrand, John, Alden ou Sacha, c'était globalement un élément que soit ils produisaient eux-mêmes, comme Sacha ou Nix, soit qui était déjà présent à l'état naturel, comme avec Cole ou Quo. Mais surtout, on apprend que pas mal des aptitudes de McGrath sont en fait communes à tous les porteurs, comme la guérison accélérée et la capacité à soigner. Alors autant pour Cole, on pouvait justifier que l'électricité avait un côté guérisseur parce qu'on fait un parallèle avec le défibrillateur, ok. Par contre pour les autres éléments, je vous avoue que j'ai des doutes. Cependant, ce qui m'a le plus gêné, c'est la recharge. Pour les précédents jeux, c'était compréhensible que Cole se recharge régulièrement. Il était devenu une pile vivante, mais pas sans limite. Mais avec Second Son, il est affirmé que tous les porteurs doivent se recharger, en plus de guérir en accéléré. Même Fetch, qui ne se régénère jamais alors que je prends bien mon temps pour lui tirer dessus. Alors que dans First Light, elle récupère aussi vite que Cole et Delsin. Et si chaque porteur est lié à un élément qui doit impérativement absorber pour se recharger, Nix et Quo, elles devaient galérer à remplir leur batterie, non? Et pour ce qui est d'Alden, et Sacha, et Bertrand, ils faisaient comment pour jamais être à sec? On oublie également les fameux inconvénients des pouvoirs. Même si c'était déjà bien parti dans l'opus précédent. Dans le premier jeu, Cole avait de vraies conséquences à ses dons. Il ne pouvait plus toucher le moindre objet inflammable, ni s'immerger dans l'eau. Et il était sous-entendu que le plus insignifiant contact avec un être humain était proscrit. Quo avait un problème identique. Même si le jeu avait laissé entendre que soit c'était un détail à balancer sous le tapis, soit les personnages apprenaient à se maîtriser. Dans Second Son, il n'y a aucune conséquence. Certes, les porteurs acquièrent leur pouvoir naturellement et ils galèrent à les contrôler au début, mais enfin ça reste quand même un oubli assez vaseux. Cependant, on révèle ici que les capacités sont liées aux mains de leurs utilisateurs. Si vous avez les mains entièrement recouvertes par du béton, vous n'avez plus aucun pouvoir. De quoi ? Se transformer en fumée pour s'évader ? Mais t'as tout faux, Coco. Si tes mains sont immobilisées, tu n'as plus aucun talent. Bon, c'est un peu plus crédible quand les porteurs se retrouvent avec des bracelets hyper high-tech, mais même là, ça sent la justification en scénarium. Alors qu'en vrai, il y avait une autre explication. Quand Delsin s'apprête à étrangler Hank avec sa chaîne, celui-ci est incapable de se débattre, pourtant, il a les mains libres. On peut supposer que le gars a dépensé toute son énergie à affronter le DUP, pourquoi pas. Mais on peut aussi imaginer qu'il est plus simple d'empêcher un porteur d'user de ses talents, s'il ne peut plus respirer. Je sais pas, ça m'a l'air assez logique, pas vous ? Dans la catégorie des adversaires inutiles, on va pas se mentir, le DUP en tient une sacrée couche. On se souvient à quel point la milice de Bertrand et les soldats de glace était pénible pour un porteur surpuissant comme Cole. Enfin, un porteur censé être surpuissant. Ici, nous sommes face au département des unités de protection, experts dans la traque et la capture des bioterroristes. Ils ont quand même réussi à choper Hank, un professionnel de l'évasion. Pour Jen et Fetch, l'un a été convaincu qu'on l'amenait dans une école spécialisée, et l'autre était complètement catatonique. Pas vraiment la preuve d'un incroyable talent. Littéralement, pour appréhender leur cible, il faut soit que le porteur soit incapable de se défendre, soit que Augustine débarque en personne pour faire le boulot. Ce qui déjà en dit long sur leur utilité, mais en plus, First Light a été le clou dans le cercueil de la crédibilité du DUP. Déjà, lorsque les parents Walker ont dénoncé leur fille, le DUP a déboulé chez eux en défonçant la porte, subtilité quand tu nous tiens. Mais en plus, ils ont perdu leur cible! Non seulement Fetch qui maîtrisait à peine ses capacités, mais également le jeune Brent, un humain sans pouvoir! Et à la fin du jeu, Fetch a déployé ses aptitudes au maximum pour éliminer Shane, un humain totalement basique, à tel point qu'elle a perdu conscience et pulvérisé une partie d'un bâtiment de Cordon Key. Eh bien Shane, non seulement a survécu, mais a en plus réussi à dézinguer plusieurs soldats du DUP pour leur voler un fusil et un véhicule, sans récolter la moindre égratignure.
je pense pas avoir déjà vu une faction entière se faire ridiculiser à ce point. Sans parler du fait que Shane, c'est-à-dire le demeuré de service de First Light, a parfaitement compris qu'utiliser une arme à feu sur un porteur, c'est pas très efficace. Bah, j'avais pas trop le choix. C'est pas comme si te tirer dessus était efficace. Dans ce cas, pourquoi le DUP continue à employer des armes à feu? Est-ce que ce serait pas plus logique de leur faire embarquer des fléchettes à tranquillisants pour endormir leur cible? Avoir des grenades à gaz somnifères? Bref, développer un arsenal adapté aux porteurs? Ce qui aurait pu rendre le soft moins répétitif et donner un vrai intérêt aux pouvoirs multiples, avec des agents du DUP qui seraient résistants face à certains éléments, vous obligeant à switcher. Tenez, c'est con, mais il y a une feature du jeu dont j'ai pas parlé, les lacrymos. Ce qui est inutile face à Delsin, qui peut absorber la fumée pour recharger ses batteries. Est-ce que ce n'est pas complètement stupide de recourir à une arme qui non seulement ne fait aucun dégât, mais en plus améliore la cible que vous devez capturer? Et j'aborde même pas la logique de leur centre de communication sur la Space Needle, qui une fois détruit prive le DUP des enregistrements audio, mais il a toujours accès aux caméras de la ville. Là où détruire les différents QG du DUP aura vraiment pour impact de couper les caméras. Faudra m'expliquer le raisonnement. Et le pire, c'est que c'est tellement débile que ça va engendrer d'autres incohérences, qui vont aussi toucher... Bon, premier problème. Les fragments et les relais de noyaux, c'est quoi? Dans les précédents épisodes, les fragments étaient des morceaux de terre irradiés par la métasphère, dont Cole absorbait l'énergie pour amplifier ses capacités. Quant au noyau, il s'agissait d'éléments importants du cœur de la métasphère, qui pouvaient donner de nouveaux pouvoirs aux porteurs s'en approchant un peu trop. Logique comics, on est d'accord. Dans ce Ronson, d'où est-ce qu'ils viennent? Non, c'est pas une pseudo-interrogation pour introduire le débat, c'est une vraie question. D'où sortent ces merdes? Pour ce qu'on en sait, aucune métasphère n'a été recréée depuis Empire City, vu que maintenant le gène s'active spontanément. Alors d'une part, d'où le DUP a mis la main dessus? Et surtout, à quoi ça lui sert? Les fragments sont placés dans les drones. Tu te demandes pourquoi faire, vu qu'on n'a jamais laissé entendre à quoi ça pouvait servir. Pour les relais de noyaux... Ils auraient pas entendu parler de ces relais de noyaux? Ouais, bah apparemment ils en ont posé dans toute la ville. La police de Seattle les surveille tout le temps parce que le DUP veut pas leur dire à quoi ça sert. Et vous savez quoi? Nous non plus on saura pas à quoi ça sert. Parce que le scénario a pas prévu de nous l'expliquer. En fait, les relais de noyaux n'ont qu'une seule utilité, permettre à Delsin de développer de nouveaux pouvoirs. Et les autres porteurs essaient pas de piocher dedans? Ah non, il y a que Delsin qui peut les absorber. Mais pourquoi? Dans Infamous 2, c'était spécifiquement expliqué que n'importe quel porteur pouvait les utiliser pour s'améliorer. Oui, mais puis maintenant, c'est ce qui est révélé par l'informateur du DUP. Sitôt qu'Augustine apprend ce pouvoir de Delsin, elle tente de faire pareil, mais sans succès. Alors on essaye de faire passer ça en expliquant que Ro y arrive parce qu'il a le don d'absorber les pouvoirs, mais ça explique pas pourquoi McGrath en était capable. Revenons maintenant sur l'illogisme du DUP, qui considère ces relais excessivement importants, au point d'envoyer des escouades chaque fois que Delsin s'approche de l'un d'eux, même si on sait pas à quoi ils servent. Et ils en ont abandonné un paquet sur un pont qu'ils ont eux-mêmes détruit, et que malgré le blindage, il suffit de 2 balles dans le buffet pour qu'il s'ouvre. Et c'est d'autant plus stupide quand on entend ce message de l'informateur. Si seulement t'avais pu voir la tête d'Augustine quand elle a compris que tu avais absorbé l'énergie de tous ces relais de noyaux. Elle ignorait totalement qu'on pouvait faire ça. Elle a tout de suite ordonné leur retrait immédiat, même les drones traceurs. Malheureusement, à cause des exploits que tu as fait en haut de la Space Needle, l'information n'a pas pu être relayée à tout le monde. Ben voyons. Je veux bien admettre qu'il y ait des soucis dans les communications, et qu'à cause des impacts à la Space Needle, les enregistrements audio soient coupés. C'est débile, mais bon. Maintenant, si vous essayez de me faire croire qu'Augustine est pas foutu de rapatrier tous les drones et relais de noyaux pour empêcher Delsin de les absorber, c'est qu'il y a un problème. Les téléphones ne sont pas coupés, sinon Delsin passerait pas sa vie dessus pendant le jeu. Donc, par quel putain de miracle, les neurones d'Augustine sont incapables de lui dire de décrocher son portable pour donner des ordres à ses troupes? Vous comprenez à quel point c'est débile? Et maintenant qu'on parle de débilité... Le principal problème que j'ai avec Augustine, c'est son objectif central. Se faire passer pour une implacable traqueuse de bioterroristes, alors qu'en réalité, elle se contente de les rassembler pour les garder à l'abri de l'humanité, pour éviter un génocide. Le monde n'a pas changé ces 7 dernières années. Entre ces murs, les porteurs sont à l'abri. Ils sont en vie. Libère-les, ils seront tous morts en 1 semaine. Alors j'ai envie de dire, si chaque porteur a le potentiel de Hank, Eugène ou Fetch, c'est surtout les humains qui vont prendre cher. Sans parler du fait que, sauf besoin débile du scénario,
Tant qu'un bioterroriste n'utilise pas ses pouvoirs, il reste impossible à différencier d'un individu lambda, donc très facile de se planquer. Mais bon, pourquoi pas? Le traumatisme d'avoir vu les siens menacés par des militaires sans aucune raison, ou d'avoir traversé une ville où les lynchages étaient monnaie courante, oui, ça a pu la pousser à se réfugier dans la certitude que les porteurs devraient être incarcérés pour leurs biens. Je remets pas ça en question. Le problème c'est... comment dire? Imaginons une réalité alternative. Une fois un porteur amené à Curdon Cay, Augustine lui explique clairement de quoi il retourne, et elle le laisse se balader librement dans la prison. Elle l'entraîne de temps en temps, peut-être même qu'elle impose une discipline militaire, et que ceux qui refusent de suivre les règles et tentent de s'évader sont gardés en isolement, avec impossibilité d'utiliser leur pouvoir. Là, le côté humain d'Augustine, j'aurais pu y croire, même si ça aurait impliqué que Eugène et Fetch n'auraient eu aucune raison de s'opposer à elle. Mais non, Curdon Cay, et ça c'est affirmé à plusieurs reprises, est un enfer. C'est l'équivalent de l'asile d'Arkham. Je ne l'aurais jamais avoué devant lui, mais Hank Daughtry était bien plus malin que ce que je lui laissais croire. Il s'était déjà échappé de plusieurs prisons quand on nous l'a confié. Et puis il n'a pas perdu la boule à Curdon Cay. Une chose que même les détenus les plus intelligents avaient du mal à faire. Bon, déjà, si Curdon Cay est tellement abominable que la plupart des porteurs emprisonnés deviennent dingues, en quoi Augustine fait quoi que ce soit pour les siens? En plus, c'est une sadique qui n'hésite pas à torturer ses semblables et à faire des expériences dessus. Je suis prêt à parier que sa volonté de sauver les porteurs est un élément de personnalité qui lui a été greffé au tout dernier moment, pour ajouter un nouveau dilemme. Dilemme qui ne sert à rien vu qu'on ne peut absolument pas changer d'avis. Et si on avait voulu lui refiler un côté intégralement maléfique, genre le désir de submerger les humains sous les porteurs, bah là encore il aurait suffi de faire comme j'ai dit, entraîner ceux qui étaient de son côté et enfermer les autres. On aurait même pu laisser entendre qu'elle tuait ceux qui pensaient différemment. Sauf que là encore, si on avait fait ça, 2 des 3 alliés du jeu auraient été pro-Augustine. Fetch et Eugène ont subi l'horreur des humains qui les ont maltraités, trahis, vendus, poussés au pire. Elle aurait eu aucun mal à les convaincre de bosser pour elle. Oui, mais à un moment, elle explique que grâce à elle, aucun bioterroriste n'a été tué depuis la création du DUP. Ouais, sauf que rien ne garantit qu'elle dit vrai. Vous vous souvenez de cette scène? Alerte. Porteur 0 détecté. La mise à mort est aujourd'hui. La mise à mort est aujourd'hui. La mise à mort est aujourd'hui. Sans parler du fait que les agents UDUP ont tendance à tirer à vue. Même en gardant en tête que tous les bioterroristes peuvent se régénérer, c'est assez peu crédible qu'il n'y ait jamais eu aucun mort. D'ailleurs, le DUP, je le rappelle encore une fois, ce sont tous des porteurs fidèles qui ont juré allégeance à Augustine. Et Augustine est prête à les laisser crever sans le moindre état d'âme. Elle pourrait ordonner à ses troupes de se replier pour que Fetch élimine Shane en paix, mais non, elle les envoie se faire massacrer tout en sachant qu'ils n'ont aucune chance. Ou alors, le plus amusant, elle expédie un super soldat complètement overpété contre Delsin pour le forcer à révéler ses autres pouvoirs, avant d'encourager Ro à buter son sbire. Alors achevez-moi ce colosse en béton, qu'on puisse discuter. Salope, va. Et maintenant qu'on a commencé à cogner sur la rouquine, je propose qu'on l'achève pendant qu'elle est au sol. Si vous avez vu ma chronique sur le scénario du premier Infamous, vous allez piger où je veux en venir. Tout comme Alden Tate, le personnage est surpuissant et absolument inattaquable. Dans les cinématiques, genre, regardez, elle peut littéralement faire pousser du béton dans les os de n'importe qui, priver en quelques secondes un porteur de ses pouvoirs, voire carrément emmurer vivant un type capable de se transformer en fumée. Quand vous voyez ça, vous vous dites, mais bordel, elle va être impossible à vaincre. Bah oui, mais vous oubliez un truc, mes chéris. Ça, c'est la Augustine des cinématiques. La Augustine du gameplay, elle peut juste vous balancer des rochers dans la gueule. Parce que sinon, le script serait bloqué. De quoi? Réussir à la battre en utilisant un système de jouabilité orienté vers la discrétion et la ruse plutôt que par des combats longs et chiants qui n'ont rien d'innovant? Non. Tiens d'ailleurs, ça fait un moment que j'ai laissé notre héros tranquille. Et si on venait l'emmerder un petit peu, lui aussi? C'est bon, je sais ce que vous allez me dire. Globalement, le protagoniste n'a pas tellement d'incohérences accrochées au cul. Il y a des réactions un peu débiles, mais ça passe. Néanmoins, il y a des problèmes assez flagrants avec ses capacités. Bon déjà, le principal, tout le monde essaye de nous survendre que le gamin est complètement cheaté, et qu'il deviendra invincible à force de piquer des pouvoirs à droite et à gauche. Non. Si Delsin pouvait utiliser tout son arsenal de pouvoirs en même temps, oui, ce serait terrifiant et extrêmement menaçant. Mais en l'occurrence... pas du tout. C'est un porteur normal. Ok, il peut switcher d'éléments, mais pas à volonté. Il lui faut la bonne source d'énergie à proximité. Donc d'une part, ça le rend pas plus dangereux que n'importe quel bioterroriste, mais j'irais même jusqu'à dire que Delsin a l'air moins puissant que les autres. Dans First Light, Fetch lui est largement supérieur. Eugène et Hank parviennent à faire des trucs dont Delsin est incapable. Attends, il peut pratiquement voler. Ouais, et toi aussi.
En 3 langues même. Et venez pas prétendre que c'est parce qu'ils ont eu plus de temps pour maîtriser leur pouvoir, Raw a l'excuse scénaristique des noyaux de relais. Bien évidemment, il y a énormément d'autres incohérences que j'ai relevées. Mais vu que j'ai pas envie que la vidéo dure 2 heures, on va se contenter de 2-3 dernières pour la route. Ok, je suis pas un expert, donc peut-être qu'un maçon professionnel va débarquer dans les commentaires pour me remettre à ma place. Mais vous trouvez pas que le béton est vachement fragile, outre le fait que les piliers s'autodétruisent en quelques secondes? Ou que Reggie parvienne à pulvériser une gang d'un seul coup? Pareil avec le moment où Delsin est emmuré vivant. Il voit sa prison se disloquer à mesure que les anges l'éloignent d'Augustine. Et au final, une chute suffit à le libérer complètement. Alors d'une part, est-ce que ça veut dire que s'écarter d'Augustine diminue la résistance de son béton? Mais dans ce cas, les Akomish auraient dû aller beaucoup mieux sitôt qu'elle a quitté leur village. Ouais, sauf que si ça s'était passé comme ça, Delsin n'aurait eu aucune raison de venir à Seattle. Le scénario aurait été complètement bloqué. Et ensuite, c'est incohérent avec le final du mauvais karma. Pourquoi elle explose? Pourquoi pour Delsin une chute bousille sa prison et Augustine ça la tue? Alors, je vais sans doute provoquer une levée de bouclier, mais pourquoi avoir fait de Delsin un graffeur? Je ne suis pas un expert en art, et encore moins du street art, mais je l'ai un peu étudié. Et je sais que c'est pas juste un truc d'ado en mal de sensations fortes. Certains graphes sont vraiment d'une pointe artistique phénoménale. Sauf que dans Second Son, c'est juste un mini-jeu. C'est pas vraiment que ce soit un gadget qui me dérange, d'autant que Delsin a un talent dans le domaine. Mais il y avait possibilité d'en faire plus? Non, parce que s'il n'y avait pas les mini-jeux, que Delsin soit un graffeur, on n'en a rien à branler. C'est quand même assez dommage. Et surtout, ça engendre quelques incohérences. Du genre, à un moment, Fetch lui lance... C'est pas vrai, tu veux pas essayer de rien taguer pendant 5 minutes? Et si vous ne suivez que l'intrigue principale, cette phrase n'a aucun sens. Parce que le graphe de Delsin est presque totalement absent du scénario. Mis à part une fois tout au début, et quand il a tagué le drapeau de la Space Needle, 2 événements où Fetch n'était pas présente, à aucun moment, Raw n'a fait de tag. Ensuite, Fetch est une sacrée sainte nitouche. Dans First Light, elle aussi s'amuse à faire des tags un peu partout. Et même dans le jeu de base... Speedy Gonzalez est une graffeuse, et elle fait des trucs pas dégueux. Donc voilà, un élément inexploité, qui aurait pu ajouter encore plus de variété au gameplay, mais qui se contente d'être inutile et contradictoire dans le scénario. Alors celui-là, probable que vous n'en ayez jamais entendu parler si vous n'avez pas récupéré les journaux audio de l'informateur du DUP. On y apprend qu'un des Akomish a été testé positif pour le gène des porteurs. Augustine lui a dit qu'il avait été testé positif pour le gène des porteurs et qu'elle lui offrait la chance de la rejoindre. Il l'a regardé dans les yeux et il s'est juste mis à rire. Quand ils l'ont traîné hors de la pièce, il a dit « Quand Delsin te trouvera, passe-lui le bonjour de la part des Akomish. » Primo, le DUP a abandonné la réserve des Akomish dès le début, et pour ce qu'on en sait, n'y a jamais remis les pieds. Donc, problème de temporalité. Deuxio, si le DUP a fait des tests sur les Akomish pendant que Delsin était dans le coma, comment ça se fait que personne n'ait pigé que le héros était un bioterroriste? Par ailleurs, si l'Akomish porteur avait été emmené à Seattle à cette période, comment pouvait-il savoir que Delsin serait assez puissant pour affronter Augustine? Tertio! Si ce connard avait dévoilé que Delsin était un porteur, vous pensez pas qu'Augustine aurait immédiatement fait marche arrière pour récupérer le héros et l'enfermer vite fait bien fait à cœur d'Unke? Ou alors, autre possibilité, en comprenant que Delsin est un porteur et est revenu pour se venger, elle aurait envoyé ses sbires effectuer des tests chez les Akomish pour trouver d'autres détenteurs du gène. Ce qui justifierait les 3 points, mais engendre un nouveau problème. Connaissant Augustine, si elle avait renvoyé des agents dans la réserve, ce serait pas juste pour convaincre un Gugus de le rejoindre et laisser les autres tranquilles. Elle aurait pris tous les Akomish en otage et menacé de les massacrer si Delsin ne se rendait pas. Ce qui aurait posé énormément de problèmes à la continuité du scénario, donc le jeu a essayé de se débarrasser de cette idée sans faire trop de vagues. Bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour les incohérences et passer à la suite. Comme d'hab, ici, je laisse échapper toutes mes théories et suppositions sur l'univers du jeu. Ça ne signifie pas que j'ai raison, vu que rien n'a été confirmé ni infirmé. Encore une fois, j'ai la sensation que le script a été violemment charcuté par des apprentis bouchers. Le soudain bon côté d'Augustine sorti de nulle part, le dernier combat qui a l'air rajouté pour allonger la durée de vie du soft, ou encore, on a certains passages dans ce style. Allons discuter. Reg, désolé. Ah, regardez qui voilà. La réunion du club des porteurs est enfin terminée.
Non, non, je déconne pas. En infondu, ce qui avait l'air d'être une discussion assez importante, a été complètement squeezé. Et c'est exactement la même chose avec le mauvais karma. Il y a aussi quelques remarques qui ont l'air d'avoir été totalement oubliées. C'est encore ton mauvais bras, hein? Est-ce que c'est une vanne entre les deux frangins? Est-ce que Reggie a effectivement eu une blessure à un bras? Ne cherchez pas, vous n'aurez aucune info supplémentaire à ce sujet. Bon après, même si le jeu laisse parfois cette impression, ça reste quand même moins souvent et moins visible que dans Infamous 2. À force d'y réfléchir, je me suis rendu compte que, virtuellement, Eugène est le plus puissant porteur du monde. Alors oui, il se concentre sur les anges et les démons de son MMO. Mais en vrai, c'est pas le seul truc qu'il peut invoquer. Dans First Light, il peut matérialiser des agents du DUP, donc tout ce qui est un jour passé dans un écran peut être convoqué par Eugène. Et alors? Ça reste des hologrammes, donc pas particulièrement menaçants. Tu as tort. D'une part, les anges et les démons sont parfaitement capables de soulever des humains et d'utiliser leur pouvoir dans le monde réel. Mais aussi, les hologrammes du DUP qu'il crée, que font-ils? Wow, qu'est-ce qui vient de se passer là? Il a pas fait apparaître un hologramme de béton, il a vraiment contrôlé le béton de la zone. Donc, c'est assumé. Toutes les entités que Eugène invoque sont non seulement sous ses ordres, mais possèdent également les mêmes capacités à influer sur le monde matériel. Traduction, Eugène pourrait invoquer les Avengers, la Justice League, Saitama et Thanos avec les gemmes de l'infini. Est-ce que vous vous rendez compte du level du bonhomme? Et on se contente de lui faire envoyer quelques sbires? Oui, enfin, dans le jeu, il dit lui-même que ses créations ne sont pas à l'aise, ni dans les endroits en intérieur, ni dans l'eau. C'est vrai, mais en l'occurrence, il parlait des anges et des démons. On connaît pas leur faiblesse dans le MMO. Donc si ça se trouve, c'est un inconvénient naturel chez eux. Et rien ne garantit qu'il peut pas invoquer des profonds ou des atlantes pour gérer les fonds marins. Alors, c'est vrai que j'ai pas des masses parlé d'elle. Celia Pendergast a développé son pouvoir en même temps qu'Augustine. Et si cette dernière l'a trahi pour l'enfermer à Curdon Cay et appuyer ainsi la création du DUP, elle n'en a jamais voulu à la militaire, la considérant presque comme une mère de substitution. Du moins au début. Sauf qu'en apprenant qu'elle serait la première transférée dans une prison militaire, elle a craqué. Refusant de quitter Curdon Cay, elle a choisi de mettre fin à ses jours avec ses propres pouvoirs. Ce qui ne l'empêchera pas de réapparaître pour jouer quelques tours à Delsin, avant de disparaître, sans plus d'explications. Du coup, Celia est-elle un fantôme? Et si elle est toujours en vie, comment est-ce possible? J'ai une théorie. Deux, en fait. La première, c'est qu'elle aurait mis en scène sa propre mort. Et Augustine aurait été dans le coup. Ce serait pas cohérent avec le fait qu'elle entrave toute évasion de Curdon Cay, mais ce serait pas la première débilité de sa personnalité, et ça pourrait justifier qu'elle ait encaissé le décès sans broncher. Ou alors, Celia a ressuscité. Ça peut sembler tiré par les cheveux, et pour comprendre, il faut avoir accès au manga dessiné par la jeune fille, qui n'est plus disponible depuis que le site a fermé, je vous rappelle. Mais bon, il est facilement trouvable sur YouTube. Dans ce manga, la porteuse de papier laissait entendre que la mort n'était pas la fin de tout, et qu'au contraire, cela lui permettrait de parvenir à un niveau de puissance supérieur. Si tu me terrasses, je deviendrai bien plus puissant que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Il est donc probable qu'en sachant cela, elle se serait volontairement ôté la vie, lui garantissant de s'évader de Curdon Cay et de mettre ses projets en branle. Elle revient dans Paper Trail pour inciter Delsin à lui courir après. Littéralement. Quel que soit votre karma et vos choix, elle a décidé de devenir un tyran pour les humains, afin de les remettre à leur place. Sans doute que les développeurs avaient prévu d'en faire quelque chose, peut-être pour une suite ou un autre DLC, mais dont on ne verra jamais la couleur. Ne pleure pas, Abigail. Le DUP va tout arranger. Elle nous l'a promis. C'est con à dire, mais Fetch était persuadée que ses parents l'avaient trahi et balancé au DUP, juste parce qu'elle posait problème. Mais est-ce qu'ils étaient si mal intentionnés que ça? Selon les flashbacks, ils avaient l'air convaincus que confier leur enfant à Augustine était une bonne chose. Ce qui était un peu le discours tenu par le DUP quand ils sont venus chercher Eugène. C'est pas forcément raccord avec le fait que le DUP essaye constamment de faire passer les porteurs pour des bioterroristes et d'alimenter au maximum la peur à leur encontre, mais c'est pas invraisemblable que les parents y aient cru. Bon, eh bien qu'en dire, Second Son a clairement remis à jour les ambitions graphiques et techniques de la saga, en n'hésitant pas à mettre le paquet sur les effets de particules. Mais on reste sur un open world de seconde classe. C'est à peine l'équivalent d'un des premiers Assassin's Creed en termes de diversité de gameplay, en plus de nous asséner une répétitivité soporifique dans les combats. Le scénario est à la limite de l'insulte, pour ceux qui découvrent le jeu mais encore plus pour les fans des précédents opus, en crachant sur certains éléments importants instaurés par le lore. Heureusement que les personnages sont majoritairement attachants et plaisants à suivre, parce que sinon ça n'en vaudrait pas le coup. Une erreur que ne reproduira pas First Light.
Si le standalone n'est au final pas plus varié dans sa jouabilité que Second Son, sa faible durée de vie permet de plus facilement dissimuler sa redondance. Quant à son intrigue, l'absence du système de karma élimine d'office plusieurs incohérences dans l'écriture des caractères, même si on peut toujours reprocher un manque de continuité entre les deux jeux. Du coup, je dirais que le scénario de Second Son mérite, comme son prédécesseur, 7 sur 20, là où First Light est digne d'un joli 15 sur 20. Combiné au gameplay, ça nous donne 10 sur 20 pour Second Son et 15 sur 20 pour First Light. Voilà! On en a terminé avec l'analyse des différents épisodes. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera dédiée à la conclusion sur la saga Infamous. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt à bord de l'Universalis.